bonjour, bonsoir plutôt. Oui, bonsoir, oui, on a un petit peu changé nos habitudes cette fois-ci. Bon, bonsoir Diane, bonsoir Jean. Bonsoir Monsieur Canca. Bon, je crois qu'on va avoir pas mal de petites choses croustillantes à dire aujourd'hui. Alors commençons par une question d'actualité concernant la France. Vous avez à plusieurs reprises dénoncé la loi Giscard-Pompidou-Rothschild de 1973 comme cause de l'endettement de la France. Or, un certain Charles Gave affirme que vous vous trompez. Voulez-vous revenir sur cet échange ? Oui, j'avoue que j'ai été assez surpris et je crois que c'est un mail que j'ai reçu un beau jour, d'un monsieur que je ne connais pas du tout, qui me dit « Mais monsieur, vous vous trompez, c'est pas du tout ça, c'est pas vrai, en plus de ça, la loi a été abrogée. » Bon, alors, j'ai un petit peu regardé qui était cette personne, et je me suis rendu compte que ce monsieur, en fait, était un gestionnaire de patrimoine installé à Hong Kong. C'est un truc qui s'appelle Carl. Alors, qu'est-ce qu'il y a là derrière, je n'en sais rien. Alors, c'est tout de même curieux parce que si réellement la loi a été supprimée, comme il le dit, et pourquoi est-ce que la France continue à emprunter aux banques privées, non pas à la Banque de France ? Donc c'est pas possible. C'est moquer du monde. Donc l'impression qu'il m'a donnée, c'est que je fais partie de ces personnes qui travaillent dans la haute finance internationale et qui finalement sont soumis au système financier Rothschild. Tout simplement. Et alors, chose aussi intéressante qui m'a interpellé, c'est que dans son commentaire, je l'ai ici, il disait ceci, que ce qu'il constatait de ceux qui dénonçaient cette loi scélérate, c'est moi qui le dis, Rothschild, c'est que cela a un fond assez fortement teinté d'antisémitisme. Donc c'est ça qui le faisait réagir. Donc, ça me semble assez signé. C'est toujours... Mais alors, vous parlez de Charles Gave, l'essayiste, économiste. C'est un économiste, apparemment, j'en sais pas plus. Tout ce que je sais, c'est qu'il dirige un fonds de placement. Non, c'est de la finance. C'est de la finance. C'est de la finance internationale. Oui. Pour être à Hong Kong, c'est de la finance internationale. D'accord. On passe à la question suivante. Donc c'est toujours dans le même registre. La gestion du stock d'or de la France, la propriété des Français, vient d'être confiée sans qu'ils soient prévenus, sans la moindre explication, à une banque américaine à la réputation sulfureuse, la JP Morgan Chase. Votre analyse sur... Eh bien, c'est toujours la même chose. Il paraît qu'on est en démocratie, nous dit-on. Qu'est-ce que c'est que ce comportement de ce pouvoir de M. Macron, il n'est pas le seul d'ailleurs, ses prédécesseurs, notamment Sarkozy, c'était la même chose, qui prennent des décisions tout de même fondamentales pour nos finances et pour l'avenir du pays, sans la moindre consultation au Parlement, même devant le Parlement, où ils ont la majorité absolue. Donc même là, ils ont peur de présenter leur coup tordu devant le Parlement. Donc c'est un coup tordu. Donc en fait, il remet notre or aux Américains. Et ce que fait Macron, c'est qu'il monnaie tout ce que nous avons à monnayer, pour que lui ait son personnage mondial. Est-ce qu'il, je ne sais pas s'il y a eu un petit mot sur la Grèce qui a été prévu, non ? Non. Ça y est, en fait, en Grèce, l'État va consentir à privatiser les espaces historiques, les antiquités, les bâtiments. Et là aussi, ils vendent leur patrimoine. Ils vendent leur patrimoine. Ils monnaient leur patrimoine à l'étranger. Mais il sera perdu à tout jamais. Enfin, je veux dire, comment les Grecs... Et oui, si les peuples ne se révoltent pas, pour ça que les autres deviennent de plus en plus hardis. Ils font tout et de pire en pire. C'est que les peuples ne réagissent pas, ils se disent allons-y. Enfin, quand ils réagissent, les gilets jaunes, ils sont... Oui, mais ils sont bien gentils, mais enfin, on en parlera d'ailleurs. Justement, alors que le mouvement des gilets jaunes se poursuit, le procureur de la République de Paris, Rémi Heitz, préconise aussi d'inscrire les gilets jaunes interpellés sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires. Cela même si leurs dossiers sont classés sans suite.
Ça vous chatouille pas un petit peu les méninges, ça, que la République, à chaque fois, essaye de ficher ses adversaires? C'est pas nouveau. C'est beau. C'est un système basé sur la dénonciation, donc ça rappelle l'affaire des fiches, sous la Troisième République, où les militaires qui n'étaient pas jugés suffisamment conformes à la ligne de la République étaient fichés. Et on faisait passer les républicains devant eux au point de vue avancement. Donc ça n'a rien changé, ce sont les mêmes, ou leurs héritiers. Voilà, pour continuer sur les gilets jaunes, il y a l'ONU qui souhaite ouvrir une enquête sur l'utilisation des armes. Avez-vous un mot à ce sujet? Sur l'utilisation? L'utilisation des armes employées contre les gilets jaunes. Ah oui, ben c'est intéressant, c'est intéressant. D'autant que cette même ONU impose, la communauté européenne aussi, impose le respect des droits de l'homme pour les criminels, dont on a vu les effets dans la prison de... je ne sais plus quelle prison c'est déjà, où il y a eu des surveillants qui ont été poignardés parce qu'il n'y a pas de fouille, la fémie rentre. Ce sont pourtant des détenus qui sont connus comme étant radicalisés. Donc, au nom du respect de la personne humaine, pour certains, on laisse souffrir, mais quand il s'agit de Français qui sont dans le malheur, qui protestent parce qu'ils n'arrivent plus à boucler les fins de mois, alors là, on leur tire au flashball et au LBD. Et alors là, justement, ça concerne justement le LBD. Et alors, ce qu'il y a de scandaleux, c'est que j'ai entendu ce matin sur Radio Classique, quand je me rasais, ça sert à quelque chose de se raser quand même, je perds pas de temps au moins, et une représentante de la République En Marche disait oui, non mais c'est rien du tout l'ONU, non, mais l'ONU sait très bien que nous veillons énormément au respect des droits de l'homme en France, allez dire ça aux 2000 blessés et aux je ne sais pas combien de personnes qui ont perdu un œil et une main. Sans compter vous qui avez failli passer à la casserole aussi. Non, mais il y a encore, en fait, je crois, un site qui doit se faire amputer du pied, je crois. Parce que, Alors évidemment, si le malheureux croit intelligent de renvoyer la grenade en donnant un coup de pied dedans, il devrait avoir un petit bréviaire de ce qu'il faut faire et pas faire. Ah oui, mais enfin, il faut savoir que quand même, on est dans... Ah non, mais ce sont des armes. Oui. Ce sont des armes. Contre quoi. Alors rappelez-vous aussi ce truc, ça date déjà de quelques semaines, ce manifestant auquel un policier, je crois même que c'est une policière qui lui a mis entre les jambes une grenade. Ouais, mais c'est pour l'estropier à vie, sexuellement. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces barbares dans la police? Ah oui, c'est ça. Non, mais c'est invraisemblable. Hein, et ensuite, ça vient donner des leçons de morale, de démocratie, de droits de l'homme. Mais c'est pas pour les mêmes. Il y en a beaucoup dans les CRS, parce qu'il faut bien qu'on leur fasse assimiler ça, toute cette ambiance. Alors on leur dit, les Français ont voté comme des pieds, c'était de leur faute. Donc maintenant, en gros, s'ils manifestent, c'est... Alors, il y a aussi autre chose, c'est qu'on ne sait pas du tout où ça en est, parce que ça est très opaque. Rappelez-vous que j'en ai parlé dans un des précédents entretiens. Cette force de sécurité européenne. Quand vous voyez des types masqués comme des roboscopes, etc., est-ce que ce sont des Français qui sont derrière ou ce sont des étrangers? Je pense on ne sait pas du tout. Donc, matraquer et estropier quelqu'un, ils s'en fichent. Donc voilà, c'est vraiment la dictature européenne. La dictature européenne. Justement, en parlant de démocratie et de dictature, il y a une citation récente de Michel Onfray disant « Les élections sont des parodies qui se servent de grands mots, démocratie, peuple, nation, république, souveraineté, mais qui cachent mal le cynisme de nos gouvernants. Il s'agit pour eux d'installer et de maintenir une tyrannie soft qui produit un homme unidimensionnel, le consommateur abruti et aliéné, comme jamais aucune dictature n'a jamais réussi à produire. » Il a déclaré ça récemment sur un plateau de télé, parce qu'il est à croire qu'il vous a lu.
Oui, j'ai vu la déclaration, j'avoue que ça m'a fait plaisir. D'ailleurs, rappelez-vous que dans un des numéros de la politique assez récent, j'avais dit qu'il y avait tout de même un certain nombre d'intellectuels de gauche qui commençaient à comprendre tout au moins partiellement ce qui arrive. Et j'avoue, quand j'ai vu sa déclaration, je me suis dit, mais c'est curieux. Pour certaines de ces phrases, c'est presque du copier-coller de choses que j'ai déjà dites. Et donc, tant mieux. Si ça vient de ça, c'est toujours bon à prendre. Avez-vous eu les dernières déclarations de François Bellamy qui n'exclut pas dans un avenir un transfert encore de notre souveraineté vers l'Union européenne? Pire encore, il est allé jusqu'à déclarer « Je suis plutôt Juncker qu'Obama ». Corban, pardon. Oui. Pensez-vous... Alors, ça m'a interpellé effectivement, mais je suis allé chercher un peu plus loin. Et là, j'ai faire voter toujours républicain. Et j'ai vu quelque chose tout de même d'assez curieux. Il y a effectivement ce que l'on nous a présenté à la télévision, et bon, à la télévision. Mais quand j'ai creusé un petit peu le sujet, je me suis rendu compte que François-Xavier Bellamy avait fait un démenti. Et je vais vous lire parce que ça, je me suis dit que vous alliez certainement me poser une question là-dessus. Donc, voilà ce qu'il a déclaré. Il a déclaré « Je découvre ce soir avec étonnement une dépêche relatant en quelques lignes les échanges que j'ai eus hier avec des journalistes et qui va manifestement contre le sens de mon propos. » Même un démenti. À l'occasion de cette rencontre, j'ai redit, comme je l'explique sans discontinuer depuis des semaines, qu'il ne peut y avoir une souveraineté européenne puisqu'il n'y a pas de peuple européen. Mais lui aussi, il a dû me lire. C'est dans mon livre « Le nationalisme français ». Et c'est une de mes critiques contre la nouvelle droite européiste. Et je rappelais combien ce point me distinguait radicalement de la vision évoquée par Emmanuel Macron dans plusieurs de ses discours qui décrivent un projet clair de dépassement des nations. J'ai indiqué qu'à mon avis, il ne pourrait y avoir de démocratie européenne s'il y avait un peuple européen et qu'aucune décision politique ne pouvait faire exister un peuple unique au mépris de la lente maturation de l'histoire, des cultures, des langues, qui font la belle richesse de l'Europe dans la diversité des peuples qui partagent en elle une civilisation commune. Je ne comprends pas qu'on puisse tirer de ce raisonnement très clair une conclusion inverse à celle que je ne cesse de défendre depuis plusieurs semaines. Sur Viktor Orban, j'ai expliqué le sens de la présence de Fidesz, c'est son parti, au sein du Parti populaire européen. Et j'ai expliqué pourquoi, comme Arnaud Dejean, ça je ne savais pas, je n'aurais pas voté en faveur d'une procédure contre la Hongrie. Cela ne signifie pas que nous soyons d'accord en tout point avec les politiques menées par le gouvernement hongrois, et j'ai indiqué en particulier que je trouve indigne du débat public les attaques ad hominem que Viktor Orban a mises en scène contre Jean-Claude Juncker ces derniers jours, et qu'à ce titre, je me sentais solidaire de ce dernier. Donc, vous voyez comment, à partir de certaines phrases, dont cette dernière notamment, les journalistes ont pu extraire le contraire de ce que vous voulez dire. Donc, attention au piège. Je continue. Je ne veux pas que l'avenir de l'Europe passe par une dépossession de la souveraineté des démocraties qui la composent. Et comme je n'ai cessé de le dire ces dernières années, et de le répéter encore clairement au cours de ce déjeuner, c'est pour cette raison que je ne crois pas en une armée européenne, en un budget de la zone euro ou dans des élections sur des listes transnationales par exemple. Donc c'est l'inverse de ce que les médias ont prétendu lui faire dire. C'est très important
Et comme vous me posez la question, est-ce que vous pensez toujours éventuellement faire voter pour les Républicains, vous savez quelles sont mes réserves. Je n'aime pas du tout l'aplatissement de Wauquiez et de certains de ses lieutenants devant la pression, notamment du CRIF. Mais quand on lit cette rectification de Bellamy, je n'ai rien à redire. Je n'ai rien à redire. Donc attention à la manipulation, ce que les journalistes tentent, et derrière les journalistes ceux qui leur disent ce qu'il faut dire, ils veulent donner une image des républicains qui soit un repoussoir pour les gens de droite un petit peu comme nous. Donc attention. Toujours à propos de l'Europe, avez-vous vu cette étude allemande sur les conséquences de l'euro sur le portefeuille des Français? Oui. Alors c'est amusant, c'est ce qu'on appelle en anglais un think tank, c'est-à-dire un cercle de réflexion économique, qui a révélé que grâce à l'euro, les Français, en 20 ans, Grâce, bien entendu, évidemment, ça coule de source, grâce à l'euro, en 20 ans, les Français avaient perdu 56 000 euros 56 000 euros par Français. C'est une excellente réponse, justement, à tous ceux qui... à Macron notamment, qui pousse à l'Europe, voilà le résultat. Enfin, de la dette. Et surtout une Europe dont personne ne voulait. Non, mais justement, alors, je faisais allusion tout à l'heure, je crois que c'était avant qu'on ne commence, au fait que Macron, pour essayer de poser encore un peu plus sa stature européenne et mondiale, en plus, avait publié, je crois que c'est un texte sur 20 pages, distribué à tous les pays européens pour les alerter sur les dangers que court l'Europe et qu'il fallait réactiver le projet européen, etc., etc. Et ce qui m'a amusé, c'est que j'ai vu des commentaires, tout au moins un commentaire aujourd'hui, disant que en fait, c'était complètement tombé à plat auprès des chancelleries, qui soit avaient considéré ça comme sans intérêt, nul et non avenu, soit sur le thème « ils nous emmerdent ». Wauquiez, en fait, a estimé lundi que le gouvernement n'avait pas du tout défendu la politique agricole, en ajoutant tout à fait, je l'ai vu aussi. Menteur. Exactement, et c'est très intéressant aussi cette réaction de Wauquiez. Là aussi, je vous dis, attention, bon, il y a des aspects qui nous embêtent de certaines petites lâchetés du côté du clan républicain, mais à côté de ça, il y a tout de même des réactions qui sont pas mal. Et celle de Wauquiez, je l'ai ici d'ailleurs, j'ai le texte de ce qu'il a déclaré. C'était donc quand Wauquiez est allé au salon de l'agriculture, donc après Macron, et il a dit ceci: l'agriculture, il ne faut pas la défendre uniquement quand vous êtes au salon. Parole et parole, hein, comme disait Dalida. Hein. C'est les actes qui comptent. Alors, je vais me permettre tout de même une petite réflexion grammaticale. On ne dit pas « c'est les actes qui comptent », on fait l'accord. Ce sont les actes qui comptent. Bon. Et il a continué, ne pas défendre notre politique agricole, c'est se tourner vers une agriculture industrielle dans laquelle il n'y aura plus cette agriculture d'exploitation familiale qui fait notre fierté, a-t-il ajouté. Et donc il est le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et il assure avoir multiplié par 2 son budget pour l'agriculture dans ce cadre-là, dans cette ligne-là. Donc je n'ai rien à redire à ce sujet-là. Ouais, mais qu'est-ce que ça inclut quoi? Parce que quand ils disent ça, vous savez, moi j'essaie de décortiquer à chaque fois leurs informations. Non, c'est évident, mais enfin, il est bon qu'ils prennent le contre-pied de Macron. Oui. Bon, c'est déjà ça. Et vous savez, on peut toujours douter de tout. Mais à ce moment-là, on ne fait plus rien.
De toute façon, vous savez très bien ce que j'ai dit dernièrement encore, on n'a pas encore pris de décision sur pour qui on fera voter. Et ce sera fondamentalement dans l'optique d'enlever le maximum de voix à Macron. Alors, rappelez-vous ce que les journalistes ou les journaleux ont voulu faire dire à Bellamy, qu'il se sentait plus près de Macron. De Juncker. Hein? De Juncker. Plutôt Oui, de Juncker. Oui, mais il y avait aussi une phrase qu'on lui attribue, plus près de Macron. Ah bon? Oui, justement. Ça ne colle pas avec ses déclarations. Non, bien sûr. Ça ne colle pas du tout. Donc là, il y a une manœuvre, justement, pour essayer de séparer les républicains de tout un public de droite. Ça, c'est évident. Donc, attention. Mais on n'a pas encore pris de décision. Que pensez-vous du ralliement de Jean-Claude Raffarin à la liste La République En Marche de Macron? C'est logique. Le bon pif-ramac de Raffarin, le bon pépère, rassurant, etc. Et là aussi, c'est une chose intéressante, c'est que dans la mesure où on voit que depuis quelque temps, Wauquiez essaye de donner des gages à son aile libérale, voilà le résultat. Ça ne sert à rien. Raffarin estime que c'est plus rentable pour lui et pour les libéraux d'aller à la soupe avec Macron. Donc, Wauquiez perd son temps à essayer de faire des mamours à cette aile qui ne votera pas pour lui, pas plus qu'elle l'a voté pour Fillon. Le seul espoir de Wauquiez, c'est de se droitiser, comme je l'ai dit, depuis des mois. C'est son seul espoir. Et je crois que je vais finir par lui écrire. Comme je l'ai fait pour Fillon. Alors, on va un peu passer du coq à l'âne, mais qu'est-ce que vous pensez des inscriptions antisémites, les profanations dans les séminaires, les inscriptions nazies à l'envers, avec de l'allemand, qui apparemment est traduit ou écrit pas correctement. Oui. Alors, il y a eu plusieurs épisodes. Et alors, c'est curieux, comme coordination. C'est que ça a coïncidé avec la soirée, je crois que c'était le 19 février, non? C'est cette soirée contre l'antisémitisme, organisée sous la pression du CRIF, de ce bon François Califat. Alors, évidemment, je n'applaudis pas du tout aux inscriptions antisémites, ça ne sert strictement à rien. C'est stupide, c'est bête, ça ne peut que provoquer des réactions, et ce n'est qu'un prétexte pour pousser le pouvoir à resserrer encore plus les lois, donc supprimer encore plus les libertés. Mais alors, est-ce que ça ne rappelle pas l'histoire de Carpentras? Oui, mais justement, j'allais y venir. Bon, alors, il y a tout de même aussi quelques petites choses curieuses, c'est que parmi ces inscriptions, il y a eu des inscriptions qui ont été faites à découvert la police, et la police de la SNCF, police des chemins de fer, que c'était un fonctionnaire de l'État qui s'amusait à faire des inscriptions antisémites. Alors attendez. Alors, plus intéressant, c'est que cet individu est conseiller financier de la municipalité de Versailles. Bon. Alors, ce qui est curieux aussi, c'est qu'on s'est bien gardé de nous donner son nom. Bon, donc, c'est un faux d'inscription antisémite. Oui. Il y a eu un autre qui s'est plaint qu'il avait été matraqué par un homme en disant que c'était une agression antisémite. Et là encore, la police a fait son travail, s'est rendu compte que c'était une altercation simplement entre deux automobilistes. À côté de Sarcelles. C'est à côté de Sarcelles. Je crois, oui. Il était placé en garde à vue. Et puis, alors, les profanations des tombes juives, là aussi, ça peut être tout et n'importe qui. À qui, et je regarde beaucoup, à qui profite le crime. Mais il n'y a pas Ça ne profite certainement pas à l'extrême droite, à l'hydre d'extrême droite. Ça profite aux juifs dans leur tactique de se victimiser comme toujours et d'obtenir ce que le CRIF avec Califat a obtenu, je ne sais pas si vous alliez en parler, enfin j'en parle maintenant, que
que l'antisionisme soit assimilé à l'antisémitisme. Ça fait beaucoup penser à cette histoire où, vous savez, ils avaient mêlé des types d'une dite extrême droite. Oui, exactement. C'était contre Hollande. Tout à fait. Exactement. Mais on va de pseudo-provocations qui ne sont que des provocations. Mais oui. Alors justement, que pensez-vous de cette volonté du gouvernement de punir l'antisionisme au même titre que l'antisémitisme ? L'antisionisme est une des formes modernes de l'antisémitisme, a dit Emmanuel Macron lors du dîner du CRIF. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que l'antisionisme ? C'est une réaction qui est basée essentiellement face aux agissements de l'armée israélienne en Palestine occupée. Quand on apprend que Tzahal, l'armée israélienne, tire avec les balles, je sais pas, les balles fleurs, papillons, je crois. Les balles papillons, qui quand elles pénètrent dans le corps, déchiquettent tout, un être normal, sans être nécessairement antisémite, se dit « mais qu'est-ce que c'est que ces barbares ?» Et alors, la réaction est d'autant plus forte quand on voit que la conscience universelle ne se révolte pas, qu'il n'y a pas de sanctions contre Israël. Et c'est comme ça que naît l'antisionisme. Donc l'antisionisme n'est pas du tout un équivalent de l'antisémitisme. Ça peut être, et ça peut devenir une de ses facettes. Mais au départ, ce n'est pas ça. C'est une réaction humaine de scandale. Alors il y a cet aspect-là, donc qui serait plutôt d'un mouvement de gauche, finalement. Il y a aussi bien des gens de droite que du centre que de gauche qui réagissent. Parce que c'est humain. Est-ce qu'il n'y a pas l'aspect juif orthodoxe qui refuse... Alors, c'est amusant parce que je vais en parler dans ma conférence de samedi, justement. Vouloir condamner l'antisionisme, c'est condamner une multitude de rabbins qui ne veulent pas entendre parler d'Israël, qui estiment que c'est un crime contre le judaïsme et les promesses du Talmud. J'en dirai davantage lors de ma conférence. Non, mais c'est amusant. Et alors, il y a une photo où il y a un des rabbins, alors qui vraiment, il est mignon. J'ai vu ça, je ne sais pas si c'est sur Facebook, un message qu'on m'a envoyé, un document qu'on m'a envoyé, mais il y avait une salle, mais noire de rabbins. En plus de ça, comme ils sont habillés en noir, ça faisait très noir. Mais une multitude invraisemblable. Et le rabbin qui parlait, il est justement vitupéré contre l'État d'Israël en disant « mais on n'en veut pas ». Donc cette loi antisioniste est aussi une loi contre les Juifs. C'est admirable. C'est admirable. Des Juifs du capital, des Juifs du grand cartel, mais en fait industriel. Non, mais dans le Talmud, il y a tout de même des choses très curieuses. Bon, je ne suis pas très versé là-dedans, mais enfin, je connais tout de même pas mal de choses dans les grandes lignes. C'est que il y a deux tendances. Il y a une tendance qui croit que leur Messie va arriver, va les rétablir comme maître du monde, etc., etc. Et puis, il y a une tendance laïque qui estime qu'ils doivent retourner dans la terre des pères. Terre des pères, entre guillemets, parce que bon, c'était tout de même un peuple errant. Le grand Israël. Grand Israël, Eretz Israël. Donc, il y a la lutte de ces deux tendances au sein de la juiverie. Et j'avoue que voyant ça de l'extérieur, on peut regarder ça avec un petit air amusé. Ceci mis à part qui nous embête, pour pas dire de gros mots. Oui, et puis on risquerait encore d'abaisser le quota de nos vues sur YouTube. Bon, je commence à être connu. Ah oui, on en parlera tout à l'heure. Alors, que pensez-vous du docteur allemand André Braun, un pédiatre à Leipzig, qui rapporte que les enfants non vaccinés viennent en consultation moins souvent que les enfants vaccinés. Pour lui, certains additifs vaccinaux, comme l'hydroxyde d'aluminium, sont nocifs pour la santé. Je ne peux être que d'accord, je l'ai dit et je l'ai redit à plusieurs reprises dans différents entretiens ou conférences, ou dans quand je réponds à des questions qui me sont posées sur Internet, c'est évident.
C'est évident, et c'est ça qu'il y a de crapuleux justement dans cette volonté vaccinale de Madame Agnès Buzyn, qui appartient à la communauté, il faut tout de même le rappeler, alors que justement la vaccination obligatoire ne l'est pas en Israël. Et je répète ce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises, pourquoi ce qui n'est pas imposé en Israël le serait en France, ce qui serait obligatoire pour les Français serait-il nocif pour les Israéliens, les enfants israéliens? Après, il faut être logique. En plus, il se cache même plus, quoi. C'est un copier-coller. Et alors, il faut tout de même savoir que et Madame Agnès Buzyn et son mari sont partie prenante dans les grands laboratoires. C'est un coller-copier des campagnes pour avorter, de l'avortement. Bah, bien entendu, mais ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. De Simone Veil à Agnès Buzyn. C'est quand même curieux. C'est un moyen d'affaiblir un peuple. Non, très bon rappel, vous avez raison. De Simone Veil à Agnès Buzyn. On liquide les Français. Les termes parent 1 et parent 2 remplacent désormais père et mère. Est-ce du fait d'un lobby LGBT puissant? Ça me semble absolument évident, et là c'est absolument invraisemblable, ça ne veut rien dire. Et dire que maintenant les papiers officiels sont imprimés comme ça. Est-ce que vous vous rendez compte dans quelle société on est? Donc c'est vraiment la négation de toute biologie. La nature n'existe pas, il n'y a que l'idéologie. C'est hallucinant. C'est propre de la on dit, mais tout ça, c'est la conséquence logique des sophismes de la Révolution dite française. À partir de la Révolution française, la société ne vit plus sur son expérience, son vécu, elle ne vit que sur un système de pensée imaginaire. D'où le symbole de la République avec une Marianne, qui est un personnage qui n'existe pas. C'est du virtuel. On est en plein virtuel. Et regardez tous les jeux pour les enfants, etc., on les détache de la réalité pour les faire vivre dans le virtuel. C'était catastrophique. Et on voit les résultats aujourd'hui. Tout ce que j'espère, je m'excuse de couper, Jean, tout ce que j'espère, c'est que, comme je le dis tout de même assez souvent, le propre des faux principes, c'est de comporter en eux leur autodestruction par les conséquences qu'ils déclenchent. On va arriver, je crois, à une situation qui n'est plus possible. Ah oui. Parce que déjà, l'enfant qui aurait échappé à l'avortement, on va après le vacciner. Et puis ensuite l'éducation dite nationale. Et quand bien même il échapperait à l'avortement, à la vaccination, on va lui bourrer le mou en fait avec parent 1, parent 2 et qu'il faut évidemment se travestir ou avoir des sexualités complètement, délirantes, etc. C'est ça, on y arrive. Alors ça obligera les parents à avoir une double garde-robe chez eux pour leurs enfants, parce que si un jour un garçon se sent fille et le lendemain il se sent de nouveau garçon, mais il faudra avoir l'équipement pour les deux. Ou alors il y aura des... écoutez, vous vous rendez compte où on arrive? Ou alors il y aura des familles tout pantalon et des familles tout jupe. Vous savez, et là encore, le propre du nez des fausses, c'est d'arriver à l'absurde. On est en train d'arriver à l'absurde. C'est le principe du chaos, l'absurde, c'est... Et c'est pour ça que j'ai aimé cette déclaration de Onfray, parce qu'il commence à toucher justement aux conséquences de tout, à ce en quoi il croyait. Mais il faudra qu'il aille plus loin, parce qu'il y a encore des aspects qu'il n'a pas encore tout à fait perçus, ou bien il a peur. Oui, parce qu'il est encore invité dans les grands médias, tout ça, mais il ne doit pas pouvoir tout dire. On voulait parler aussi, après ces nombreuses déclarations très brillantes, de la révélation politique de l'année, M. Concal. Ah oui, j'ai vu ça avec intérêt, ça, j'ai apprécié, j'ai vraiment apprécié. Alors, donc, quoi, ça vous étonne? C'est avec la participation du plateau de l'Eurovision. Ah oui, mais bien entendu. Non, bien sûr. Alors, je ne sais pas si ça vous étonne, moi ça ne m'étonne pas, parce qu'elle fait partie de ce qu'on peut appeler les pourrisseurs de la société. On parle de Marlène Schiappa. Marlène Schiappa, bien entendu, là, bien connue ou trop connue, Marlène Schiappa.
Et alors, je ne sais pas si vous avez lu, petit complément à cela, qui va dans le même sens, c'est qu'au nom de son ascendance corse, ça on pourra en gratter un petit peu plus tout à l'heure, au nom de son ascendance corse, elle prétend organiser la Gay Pride à Ajaccio. Ajaccio. Alors, origine corse, tiens, mais il me semblait qu'elle avait elle-même plastourné en disant qu'elle était d'origine juive hongroise. J'en ai parlé, je crois, dans le dernier ou l'avant-dernier entretien. Bon, alors ceci explique peut-être cela. Quant à ses origines corses, rappelez-vous aussi que le nom Chiappage avait dit qu'il y avait tout de même une curieuse proximité avec un nom bien juif qui est Shapiro. Oui, ça va. Donc, bon, à la limite, je m'en fiche qu'elle soit d'origine, pas d'origine juive, c'est pas ça qui compte. Mais ça peut expliquer son comportement quand même. Ce qui compte, c'est le mal qu'elle fait au point de vue sociétal. C'est ça qui nous intéresse. Le fait visiblement très maladroitement en fait pour comparer des djihadistes avec la Manif pour tous. Ah oui, ben alors là c'est n'importe quoi. Mais on sent d'ailleurs, à la limite qu'ils sont beaucoup plus proches des djihadistes que des gilets jaunes. Et de la Manif pour tous. Manif pour tous, c'est le retour de l'ordre moral. Je ne suis pas certain que si les gens de la Manif pour tous étaient partis en Syrie, on les fasse rapatrier. La mère de Stéphane Blé, 86 ans, est persécutée par la LICRA et Frédéric Aziza. Connaissez-vous le fond de cette sordide histoire? Alors, je n'en sais que ce que Stéphane Blé a lui-même expliqué. Alors, apparemment, Stéphane Blé aurait été condamné par la LICRA, dirigée par Jakubowicz. Oui. Jakubowicz, je voudrais rappeler aussi, maître Jakubowicz, il est avocat, qui est l'avocat de celui qui en principe est un criminel qui a tué, rappelez-vous, ce jeune militaire, je crois, comme l'allemand, pas l'allemand. Qu'est-ce qu'il avait fait ce militaire? Il a tué. De quoi? Ah, mais c'est pas l'allemand, c'est l'Angelan, non? Ah oui, c'est le fameux tueur de... Ah vous oui, rappelez de la petite Maëlys, non? Et la petite Maëlys aussi, mais il y a eu aussi par la suite, avant il y avait eu aussi d'ailleurs toute une procédure qui cherche à trouver tous les assassinats qu'il y a eu dans la région. Et ce qui m'avait frappé dès le début, c'est à partir du moment où on a parlé de l'assassinat de la petite Maëlys, c'est qu'il avait comme avocat ce Jakubizine. Curieux. Or, il y avait eu des crimes sexuels dans la région et il y avait eu certains membres d'une certaine communauté qui avaient été mouillés dans l'affaire. Vous voyez comment les choses peuvent faire tilt. Bon, alors pour en revenir à l'affaire de la mère de Stéphane Blé. De Stéphane Blé. Donc apparemment, Stéphane Blé, ayant été condamné, je ne sais pas à quel propos exactement, devrait une somme de 2000 et quelques euros à la LICRA. C'est donc sa mère qui est solvable. Oui, alors attendez. Bon, Blé les a envoyés promener, il est parti en Turquie, et le problème c'est que les autres, ils veulent leur argent. Alors qu'est-ce qu'on fait? On s'attaque à la maman. Le problème c'est que la maman, elle n'a pas un sou. Elle a mis son appartement en viager, donc il n'y a rien à en tirer. Et qu'est-ce que cela vous rappelle éventuellement, ce comportement de la part de la LICRA de M. Jakubowicz? Toujours, ils essaient de soutirer. Ça me semble incroyable. Remontez plus loin dans l'histoire moderne quand même. Comment la justice gaulo-communiste a réussi à mettre la main sur Robert Brasillac? Ça ne vous rappelle rien, ça? Oh, les enfants! Il faut nous rappeler, là. Oui. On réfléchit. Eh bien, bon, Brasillac avait compris que, de par ses écrits à Je suis partout, certains avaient quelques vues sur sa peau, et s'étaient mis à l'abri.
Les résistants sont allés chercher sa mère et ont fait savoir par voie de presse que s'il ne se livre pas, eh bien sa mère serait mise en prison. Avec les traitements que l'on connaît, qu'il y a eu. Ça, ce sera dans mon livre sur De Gaulle. Rassurez-vous, il va y avoir un chapitre copieux là-dessus. Donc voilà. Voilà les procédés. Quand on ne peut pas s'attaquer à celui avec lequel on a un problème, on s'attaque à sa mère. Droit de l'homme? Vous avez dit le droit de l'homme? Oui, on voit bien quand les gens... C'est pour déposer plainte la Ligue des droits de l'homme. Alors, on va passer à la rubrique Nos milieux, et on va commencer par un commentaire de Marion Sigaud qui vous a contredit à propos des corporations. Elle vous écrit, pardon cher monsieur, vous inversez l'ordre de Larde et le chapelier. Dallard interdit les corporations, puis le chapelier interdit les reconstitue. On les reconstitue, pardon. Era humanum, n'est-ce pas? C'est une mauvaise querelle d'ego. Est-ce une mauvaise querelle d'ego, monsieur Pontard? Alors, j'avoue que ça m'a un petit peu étonné. Je comprends un petit peu votre question. Est-ce que c'est une question d'ego? Peut-être, parce que bon, elle parle beaucoup de la Révolution, j'en parle aussi. Oui, il va y avoir ça. Il peut y avoir aussi une autre raison, c'est qu'elle est tout de même très tributaire d'Égalité et Réconciliation, qui publie ce livre, qui les diffuse, et qui de même publie ses conférences. Alors, peut-être que c'était, bon, disons, une façon de donner des gages à Égalité et Réconciliation, à Soral et à sa clique. Que depuis tout de même quelque temps, envers lesquels je mets en garde quand même, notamment, rappelez-vous, la proximité entre Soral et le sataniste luciférien Christian Boucher, membre de Ordo Templi Orientis, Aleister Crowley et compagnie. Alors, je voudrais tout de même dire, puis je vais aller sur le fond du sujet bien entendu, je voudrais tout de même dire à Madame Sigaud que j'aurais préféré qu'elle regrette publiquement la proximité entre Alain Soral et Christian Boucher. Parce que, en fait, elle ne sert que de caution catholique à Égalité et Réconciliation, qui de plus en plus vire à la nouvelle droite et à des aspects ésotériques franchement pas très catholiques. Et ça, j'espère qu'elle m'entendra, et j'espère qu'elle en tirera les leçons. Alors, pour en revenir aux reproches qu'elle me fait. Bon, supposons que je me sois mal exprimé. Ça peut arriver. Mais enfin, je voudrais tout de même faire remarquer une chose. En fait, elle me reproche d'avoir... je ne sais pas, vous avez le texte qu'elle me reproche? Oui. Elle vous a attribué... En fait, elle dit que les corporations ont été interdites par Dallard. C'est ça. Ensuite, le chapelier, Isaac le chapelier, c'est interdit qu'on les reconstitue. Bon. Elle a précisé une chose que vous affirmez. Alors, le problème, c'est que je suis allé revoir tout de même les textes, et il y a un très bon résumé d'ailleurs dans Wikipédia qui ne fait que se baser sur les textes, les deux textes, et voilà le résumé. Cette loi, donc la loi d'Isaac le Chapelier, proscrit le régime général d'exercice collectif des métiers ouvriers, les corporations, avec toutes les réglementations sociales particulières et par conséquent le régime de dérogation des manufactures privilégiées. Donc il est bien spécifié que la loi d'Isaac le Chapelier proscrit le régime général d'exercice collectif des métiers ouvriers, les corporations. Donc c'est bien la loi. Et il n'y a pas opposition ou complémentarité entre les deux. La loi d'Isaac le Chapelier ne fait que ancrer dans la loi des révolutionnaires cette décision d'interdiction des corporations et l'interdiction de reconstitution de toutes sortes de structures de défense du monde ouvrier.
Donc, Alors, franchement, Marion Sigaud, elle m'a cherché des poux dans le crâne. oui, c'est ça. Je trouve pas ça... Alors, bon, s'il estimait que je m'étais trompé, oui, pourquoi pas? Ben, je peux pas me tromper. Et pourquoi elle m'a pas appelé au téléphone? Pourquoi pas un petit message sur mon mail? Oui, mais c'est Tout ça. simplement, au lieu de rendre la chose publique comme ça. Comme si elle voulait... Oui, mais attention, quand on fait ce petit jeu-là, il ne faut pas se retrouver en position de s'être soi-même trompé comme elle. Hein, parce que c'est ça que je lui fais remarquer. Il n'y a pas opposition entre la loi d'Isaac Le Chapelier et les décrets Allard. La loi d'Isaac Le Chapelier ne fait que mettre en termes légaux, inscrit dans la loi, ce qui était déjà en partie dans les décrets de... Alors, je répondrai de la même façon à Marion Sigaud. Errare humanum est. Étrange polémique entre Alain Escada et Laurent Glosy. Escada Ah oui, l'accusant ça sur le alors c'est pas mal non plus. Oui, j'ai vu ça. Escada l'accusant sur le site NPI, Média Presse Info, sous le titre « Laurent Glosy, cet imposteur mythomane qui sert la franc-maçonnerie ». Que pouvez-vous nous en dire? Ben, j'avoue que je suis assez perplexe parce que vraiment, là encore, pour moi, c'est un règlement de compte d'Escada contre Laurent Glosy, de ce que j'en sais. Alors, dire à Laurent Glosy que... Quoi, il fabrique la maçonnerie, quel est le terme exact? L'accusant mythomane qui sert la franc-maçonnerie. Qui sert la maçonnerie. Quand je sais, et beaucoup de mes correspondants me le font régulièrement observer, que Glosy me cite très 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 régulièrement. Je ne pense pas être très particulièrement pro-maçonnique, non? Ou alors il faudrait qu'on m'englober, qu'Alain Escada m'englobe aussi comme un dangereux personnage pro-maçonnique. Il y a un petit problème là quand même. Non, mais en fait, sur certains sujets, il décroche un petit peu quand même, hein, la Terre plate, les géants, etc. C'est quand même... Oui, mais alors qu'il l'attaque là-dessus. Ouais. Bon, la Terre plate, évidemment. Je crois qu'il Mais il en parle même pas dans ses accusations. Alors je ne sais pas, le truc en question sur la Terre plate, je ne connais pas, donc je ne peux pas prendre position. Mais il y a tout de même quelque chose de curieux. Et alors, M. Escada qui donne des leçons à Laurent Glosy. Bon, je ne connais pas tous les écrits de Laurent Glosy, mais est-ce qu'Alain Escada ne pourrait pas faire un petit peu attention à ceux qui l'invitent à sa foire du pays réel? C'est vrai qu'il y a des... Quand on voit, mais il faut voir notamment la liste des prochains pour la prochaine réunion, c'est pas mal. Je suis allé voir justement quand j'ai vu ce truc-là contre Laurent Glosy, je me suis dit, bon, peut-être il y a un fondement de vrai, mais de toute façon, l'accusation telle qu'elle est faite par Escada ne colle pas, puisque Laurent Glosy passe son temps à faire des compliments sur mes conférences qui sont tout de même un petit peu anti-maçonniques. Donc, ça ne colle pas très bien. Bon, alors, parmi les invités de la prochaine réunion du pays réel, il y a une belle brochette. Un certain Claude Timmerman, avec lequel j'ai rompu quelques lances du temps de Serge de Beketch. Pour une raison très simple, c'est que tous les deux étaient des gnostiques. Donc démarche fondamentalement maçonnique. J'ai même réussi à le faire virer d'une réunion qui se passait dans un château en Bretagne, où il commençait à raconter des histoires, et j'ai mis en garde celui qui nous avait invités, et le type s'est fait gentiment. Bon, donc il doit m'adorer. Mais je l'adore aussi. L'amour, c'est réciproque, vous le savez. Enfin, en général. Donc, il y a donc ce Claude Timmerman. Un autre nom que je ne connais pas, mais je suis allé voir, c'est aussi quelqu'un qui est tendance nouvelle droite. Bernard Lugan. C'est un curieux personnage. Bon, j'aime bien ses petites moustaches, c'est mignon. Enfin, c'est très nouvelle droite aussi. Il a des positions sur l'Afrique et sur le Moyen-Orient qui sont parfois un peu curieuses quand même, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a Jean-Yves Le Gallou, qui est païen de païen, européiste, rappelez-vous. Il y a... Alors, ces noms, en fait, je les tire d'une étude
que j'ai trouvé sur Internet en tapotant pour voir un petit peu ce qu'il y avait décrit à sujet de la prochaine réunion d'Escada, c'est en fait l'Union des cercles légitimistes de France qui a fait une étude sur tous ces personnages-là. Et ils prennent en ligne de mire Pierre Eylard aussi, pour les mêmes raisons que moi. Bon. Et puis, bon, d'accord. Laurent Glosy, selon le reproche d'Escada, aurait vécu maritalement avec une musulmane dont il aurait eu 2 enfants. Tiens, c'est curieux. Mais est-ce que c'est pas la même chose qu'un certain Livernet a aussi fait? Hein? Même chose. Mais par contre, Livernet, lui, est invité aux réunions du Pays réel. Alors, quel est le problème? Vous pouvez me trouver la différence entre les deux? Bizarre, non? Je crois qu'à l'Escada, il y a un petit problème de cognition, là. Et puis si soudainement... Et puis, qui voit-on arriver? Alain Soral, qui sera là la prochaine fois. Et alors, là où j'avoue, j'ai envie d'éclater de rire, c'est que je sais par certains contacts, parce que tout de même j'ai des amis un peu partout, donc que certains se méfient. Je sais qu'Alain Escada, en petit comité, dit pique-pendre d'Alain Soral. Alors pourquoi est-ce qu'il l'invite, me direz-vous? Mes chers amis, simplement pour faire venir du monde. Ça va faire des entrées supplémentaires, donc par ici les petits sous-sous. Donc voyez, c'est pas un combat idéologique que M. Escada mène. Il mène un combat économique, pour sa gamelle. Tactique, en tout cas. Il n'a pas fini d'en entendre, le petit Alain Escada. Parce que moi je veux bien un adversaire qui est droit dans ses bottes. Il défend une thèse qui est contraire aux miennes, je comprends et je respecte. Mais les gens qui sont un petit peu comme ci, un petit peu comme ça, et par ici l'argent, moi c'est... Bon, vous avez compris. Bon. Dans une de ses dernières vidéos, Virginie Botha, à propos du livre Marcel Mattel, Sodoma, démontre les failles du cédévacantisme dont elle est finalement un bon petit soldat. Avez-vous vu la vidéo? Je la cite par exemple. La foi des conciliaires n'est pas catholique. Mais eux le sont, heureusement. Ils sont d'un orgueil mais invraisemblable. Bon, alors, creusons un petit peu. Et je vais faire appel à mon père en la matière, puisqu'il a écrit un livre qui s'appelait L'Église occupée. L'Église occupée, ce qu'il décrivait, et ça remontait déjà au début des tentatives de perversion de l'Église, qui a été de tout temps attaquée, c'est-à-dire pas d'aujourd'hui, donc les cédévacantistes croient que ce n'est qu'aujourd'hui, que grâce à eux, l'Église va être sauvée. De tout temps, l'Église a été attaquée, ça a commencé avec Erasme, Spinoza, etc., Lamennais, Marc Sangnier et compagnie. Il est arrivé au modernisme. Mais ça, les cédévacantistes, apparemment, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas l'histoire de l'Église qui explique l'aboutissement aujourd'hui avec le modernisme, Vatican II et François. Apparemment, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas la filiation. Donc, ce que mon père dénonçait, c'était justement ce long cheminement auquel il fallait prendre garde pour pouvoir réagir. Il ne disait pas, lui, il n'était pas cédévacantiste. L'Église, c'est fichu, il n'y a plus rien à en faire, il faut s'en aller. Ce que font les cédévacantistes. En faisant ça, que font-ils? Ils abandonnent l'Église à ses ennemis. Ah, intéressant. Ils disent que eux sont la véritable Église. Oui, ils n'ont même pas d'évêque, ils n'ont même pas de prêtre. Et quand ils ont un prêtre, un certain abbé Lafitte, on découvre de très curieuses choses à son sujet, au point que le directeur de la maison d'édition Saint-Rémy, M. Saglio, c'est lui-même qui m'a informé de cela, a été obligé de le mettre à la porte suite aux mœurs particulières de cet abbé Lafitte, qui était le grand donneur de leçons et directeur de conscience des cédévacantistes.
Non, c'est une secte. C'est une secte qu'on peut dire comme une secte protestante, qui se dit c'est nous qui détenons la vérité, comme Luther l'a fait à une certaine époque. Je rappellerai que Luther, quand même, comme c'est curieux, avait comme emblème la Rose-Croix. Donc, une des racines de la maçonnerie moderne. Donc, vous voyez, vous connaissez le vieux dicton qui dit « qui fait l'ange fait la bête ». Ils font l'ange, mais ils ne sont pas la bête. Dans la vidéo, elle en rajoute une petite touche au niveau de la fraternité Saint-Pilice. Elle dit qu'il y a un rapprochement évident de la fraternité. Le rapprochement évident, vous savez très bien quelle a été ma thèse là-dessus, et elle n'a pas changé, et simplement ça dépend de ce qu'on appelle par rapprochement. Je suis toujours dans l'optique que le combat doit se mener pour l'Église, dans l'Église. Sinon, je me répète, on abandonne l'Église à ses ennemis. Et c'est pour ça qu'au moment des sacres, je me répète encore une fois, dans la famille, nous avons décidé pour la fraternité Saint-Pierre contre la fraternité Saint-Pilice. Parce que la fraternité Saint-Pierre, qui a ses défauts aussi, et que c'est si je les ai dénoncés à une certaine époque avec un certain abbé, passons, tant mieux pour lui, je ne me rappelle pas de son nom, qui était très proche de Bernard Anthony. Donc je sais aussi que du côté de la fraternité Saint-Pierre, il y a des choses à redire. Mais au moins, eux mènent le combat de la tradition dans l'Église. Ils ne sont pas éparpillés comme par exemple des contrats d'assurance ou des cartes. Et je vous dis, on n'abandonne pas sa maison à son ennemi. On se bat pour garder sa maison. Et alors pour revenir sur le livre dont elle parle dans sa vidéo, Sodoma, non ? Sur quoi ? Sodoma de Frédéric Mattel. Alors, Sodoma, je ne l'ai pas lu, je ne pense pas que je vais me farcir ça, parce que j'en ai marre de toutes ces élucubrations. C'est toujours dénoncer les mœurs d'homosexualité ou de pédophilie de la part de certains représentants de l'Église. En soi, je ne suis pas contre que l'on dénonce ces choses-là, mais il y a tout de même deux choses qui m'horripilent. C'est qu'on n'entend parler que de l'Église. Le personnel politique, le personnel du spectacle, le personnel de l'enseignement, éducateurs sociaux et compagnie. Alors là, c'est au moins la moitié le monde juif, les rabbins, ça on n'en parle pas. Oh non, ils sont purs, eux. Alors, moi je veux bien, mais si on déballe les perversités de l'être humain, il faut peut-être regarder partout. Alors il y a aussi une autre chose, et alors là, c'est une chose que je reproche à l'Église d'aujourd'hui, notamment avec François, c'est que, et c'est un petit peu ce qui est reproché à Monseigneur Barbarin, je ne sais pas si vous avez vu, il vient d'être condamné. Il présente sa démission, je crois. C'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a déplacé un prêtre, si j'ai bien compris. Il a déplacé un prêtre, ou bien au lieu de le faire, au lieu de le réduire à l'état laïque, comme on dit. Par quoi ? Parce qu'il manque de prêtres. Donc parce qu'il manque de prêtres, ils vont transmettre le mal ailleurs dans une autre communauté. Non, mais il y a un petit problème là. Alors autre chose. Et François ? On en a parlé dernièrement, je crois, dans un entretien. Ce qu'a révélé Monseigneur Vigano au sujet du cardinal McGarrick, évêque de New York, trop connu justement pour son homosexualité, son appui au lobby gay aux États-Unis. Sanctionné ? Non. Il était jusqu'à dernièrement un des conseillers privés de François. Il a fallu que le scandale éclate pour que finalement, tout de même, il dégage. Alors ça, c'est ça qu'il faut reprocher. Mais quand on reproche ça à l'Église catholique, moi je suis tout prêt à le faire aussi, mais je voudrais bien qu'on se préoccupe aussi des autres catégories sociétales. Où en est le procès qu'Henri de Lesquen vous a intenté ? Une fois de plus, il a gagné.
Alors, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, sinon il va encore trouver moyen de me faire condamner. Mais vous aurez vu dans le dernier numéro de la politique que, d'abord, on m'a intimé l'ordre de devoir publier dans le prochain numéro de la politique ma condamnation. Donc, un bandeau, vous l'avez reçu. Oui. Vous l'avez reçu. Je suis bien c'est une notion obligatoire. Ah oui, non, mais c'est officiel, c'est une obligation. Je l'ai fait, mais j'ai rappelé l'historique de l'affaire. L'historique de l'affaire qui commence avec la déclaration de M. Henri de Lesquen du Plessis-Cassot, qui remonte maintenant à quelques années, ça doit remonter aux années 2001, 2002, 2003 à peu près. J'avais eu la surprise de lire dans le numéro 40 de sa lettre du Club de l'Horloge, une déclaration. La Déclaration des droits de l'homme de 1789 est l'acte de baptême de la nation française. Bon. De la part d'un aristocrate déjà, ça semble un peu curieux. Tout de même, avant la Déclaration des droits de l'homme, il me semble que la France existait, il y avait un royaume de France, non ? C'était pas la République. Bon. Et alors, à partir de là, Henri de Lesquen m'avouait une haine, mais solide. Et un beau jour, je vois apparaître une plainte contre moi, à partir d'un texte que j'avais publié dans un numéro de la politique, un des tout premiers numéros, d'ailleurs, numéro 11 ou un truc dans le là. Et le problème, c'est que dans ma phrase, il y avait 3 noms qui étaient mentionnés. Et dans la plainte transmise par l'avocat de M. Henri de Lesquen du Plessis-Cassot, ces 3 noms avaient disparu pour pouvoir faire valoir que c'était lui qui était cité. Voilà, je n'en dirai pas plus. Voilà le fond du problème, et c'est là-dessus que j'ai été pour la 4e fois condamné. Parce que j'avais eu le malheur, je le reconnais, l'imprudence plutôt, de laisser publier un commentaire d'un de mes collaborateurs, que je soutiens, puisque c'est moi l'éditeur, comme quoi ce procédé, il l'avait qualifié d'un certain nom, que je ne prononcerai pas. Voilà le fond de l'affaire, pour répondre à votre question. Alors, maintenant on va passer aux questions étrangères. Le Nouvel Observateur du 28 février signale que selon une commission d'enquête de l'ONU, la riposte israélienne aux manifestants palestiniens à Gaza l'an dernier s'apparente à des crimes de guerre ou à des crimes contre l'humanité. Le rapport a été rapidement balayé par le Premier ministre israélien. Votre réaction ? Il serait temps. Il serait temps que l'ONU se préoccupe un petit peu. On parlait des balles papillons. Qui explose dans le corps et le corps explose avec, donc la personne est soit vraiment handicapée à vie dans un état épouvantable, soit est morte. Y compris des enfants, y compris des infirmes en chaise roulante. Ouais, on a eu les photos. Des personnes âgées. Donc, des personnes âgées. C'est une barbarie, mais oui. Alors ils peuvent nous parler des nazis. Oui. Ils peuvent nous parler des nazis. Mais alors eux. Donc voilà, tout ce que je peux répondre, il serait temps que l'ONU, alors malheureusement c'est dit au conditionnel, c'est un crime de guerre, c'est un crime contre l'humanité. Et c'est même pas un crime de guerre, puisque en fait les Palestiniens ne font que manifester, c'est pas une guerre. Oui, ce ne sont pas des militaires qui... En fait, c'est une guerre à sens unique, avec un agresseur qui est Israël, qui, par ses actions, essaye de pousser les Palestiniens dehors pour prendre leurs terres et s'installer, créer encore plus le grand Israël. Tout simplement ça. Donc, et alors, rappelez-vous, on en a parlé dernièrement aussi, c'est que, le monde juif est tout de même inquiet de ces réactions d'indignation à travers le monde, au point que, aux États-Unis, une loi vient d'être votée pour condamner très, très, très lourdement toute personne qui
qui ferait campagne contre l'État d'Israël pour ses produits, etc. etc. D'accord. Donc tout ça il est, et c'est tout. Je vous dirais, je vais peut-être vous surprendre, j'ai pitié des Juifs. J'ai pitié des Juifs parce qu'ils ne se rendent pas compte que de génération en génération en génération, par leur propre comportement, ils attirent le malheur sur eux et sur les leurs. Et d'ailleurs, ce sera le sujet de ma conférence de samedi prochain. C'est j'ai pitié d'eux, je peux surprendre, mais je vous dis, humainement parlant, j'ai pitié d'eux, relativement, parce que finalement. Mais si, je peux dire tout de même que j'ai pitié d'eux, tout au moins une partie d'entre eux. Parce qu'en fait, quand on regarde les choses de près, le malheur qui arrive aux petits juifs, c'est de la faute des grands juifs, qui eux ne payent jamais l'addition de ce qu'ils font, de ce qu'ils imposent au monde. Ce sont les petits juifs qui trinquent. Et c'est sur les malheurs des petits juifs que les grands juifs établissent leur dictature mondiale. D'où la Shoah, etc., etc., d'où la réunion du 19 février contre l'antisémitisme avec M. Califat. Selon l'actualité du monde juif, 13 millions de Britanniques verraient Israël comme diabolique. Il me semble que ça coule de source, c'est un complément de la question précédente, il me semble. Du coup, ça redore un peu le blason des British. Bonne observation, Diane. Puis il faut dire aussi que l'Angleterre a quand même apporté, depuis ces dernières années, quand même pas mal de populations étrangères et donc musulmanes, et par conséquent, elles sont généralement pas... C'est évident, mais il se passe la même chose qu'en France. Hein. C'est ça qui est absolument... Et là aussi, j'avais parlé de ce sujet-là dans ma conférence, c'est que c'est le retour du boomerang. Il l'attrape en pleine dans la gueule. C'est le retour du boomerang. J'en dirai plus samedi. Le site américain The Verge publie une enquête accablante sur le quotidien des modérateurs de Facebook aux États-Unis. Très sollicité pour n'importe quoi. Oui, j'ai vu ça aussi. Et j'avoue que quand on creuse un petit peu l'information, on découvre des choses très intéressantes. Alors l'entreprise, c'est une des entreprises en tout cas qui a été étudiée à ce sujet-là, qui s'appelle The Cognizant, c'est-à-dire celui qui est chargé de connaître, de savoir, de décrypter. C'est une firme qui utilise plusieurs centaines de personnes tous les jours pour décrypter tout ce qui paraît sur YouTube. Bon. À partir de là, c'est là que ça devient amusant. C'est que ceux qui sont chargés de décrypter et de dénoncer ceux qui ne seraient pas politiquement corrects dans ce qu'ils trouvent sur YouTube, Ou Facebook, sur Facebook, ces gens, à force de voir l'argumentation de certains, se mettent à douter, et ils le disent eux-mêmes, à douter de la version officielle. Comme quoi la vérité, vous savez, la vérité, c'est une image que je donne très souvent, c'est comme l'eau, ça passe partout. Ouais. Tôt ou tard, ça s'infiltre partout. Alors attendez, j'ai d'autres... C'est cocasse quand même. Ah, c'est très cocasse, je trouve. Non, mais c'est cocasse, vous imaginez. Bon, il va falloir qu'ils renouvellent très souvent leur personnel, à mon avis. Alors, attendez. Donc, de plus en plus, des versions officielles. Certains racontent qu'ils ont commencé à se poser des questions sur certains aspects de l'Holocauste. Aïe, aïe, aïe. Sujet sensible. Un autre a déclaré que l'attentat du 11 septembre 2001 n'était certainement pas une attaque terroriste. Ah bon? Et alors quoi? Non, vous vous rendez compte? Non. Vous voyez, encore une fois, il y a l'information brute et il y a ce qu'on découvre derrière l'information brute. La réaction humaine des gens
qui sont chargés d'un travail de dénonciation et qui, en se plongeant dans le sujet, se dit « Oh là, mais on me fait faire un drôle de travail, mais après tout, ceux que je dois dénoncer, ils n'ont pas tellement tort que ça. » Bon, ben, ça crée de futurs antisémites, tout ça. Moi, je trouve, il y a toujours une ironie dans l'histoire. Toujours. Et je vous dis, la vérité, c'est comme l'eau. Ça s'infiltre partout. À propos de la censure, votre dernière vidéo sur la judaïsation de la France n'est plus visible sur YouTube. Apparemment, j'ai touché un endroit sensible. Oui, on peut peut-être en profiter pour faire un petit peu une comptabilité de ce que nous avons. Oui, mais non, parce que, à moins de bonnet terminer les questions. Bon, alors, réservons ça par la suite, sinon ça va alourdir, mais on reviendra là-dessus. Parce qu'effectivement, il faut qu'on développe ça. Donc, si vous avez encore les dernières questions... Une dernière sur que dire de la crise politique que traverse l'Algérie actuellement. Alors, c'est les mêmes qui sont derrière, à mon avis, comme derrière la Libye. Ils veulent, c'est toujours la même chose. C'est comme pour la Syrie, il faut démembrer, avoir des parties plus petites, plus faibles face au mondialisme messianique. Enfin, Ce sont les mêmes. On peut comprendre que le peuple algérien ne veuille plus de Bouteflika pour... Alors, mais ça, c'est le prétexte. Ouais. Bon, il est évident que Bouteflika, c'est la potiche de l'armée algérienne. C'est l'armée algérienne qui gouverne en Algérie. Et je dois d'ailleurs signaler, et c'est ça justement, c'est pour cette raison que l'Algérie est attaquée, c'est que l'Algérie, dernièrement, s'est rapprochée très fort de Poutine. S'arme avec des armes russes. Donc, pas la peine de faire un petit dessin. C'est aussi simple que ça. Il y a une question, je ne sais pas si vous vouliez, parce que moi je l'ai vue, et je ne sais pas si vous voulez me parler de cette réaction d'un colonel de l'armée française. Ah oui, il a été... je ne sais pas si vous aviez... Parce que je crois que ça vaut la peine. Oui, il donne des cheveux blancs à la ministre des Armées. Belloubet. Belloubet, oui. Belloubet, alors là, il faut voir la tête de la dame. Comment s'appelle-t-il déjà? Le colonel... Oui, parce qu'en fait, il critiquait la stratégie française. Oui, mais c'est une information à double volet. C'est pour ça que ça m'intéresse et je craignais que vous l'ayez oublié. En fait, il s'agit du colonel Légrier. Ah, c'est ça. Qui a été en poste en Syrie, qui a été en poste d'ailleurs à différents endroits, et qui en fait met en doute le bien fondé de la stratégie de l'Occident, la coalition. Alors, le problème, on a l'impression, il y a des possibilités. Ou bien lui-même ne voit pas la perversité de l'hypocrisie de la coalition qui fait semblant de combattre Daesh, alors qu'on sait très bien que les Américains et ses alliés ont soutenu et soutiennent toujours Daesh. Sinon, je voudrais qu'on m'explique pourquoi, tant que Poutine n'était pas intervenu, Daesh progressait, en dépit des bombardements américains. Et que c'est à partir du moment où Poutine a dit « bon, maintenant ça suffit », que le problème de Daesh est quasiment terminé. Et maintenant, la coalition arrive en sauveur, en disant « voilà, on est en train d'éliminer la dernière poche ». Mais c'est pas eux qui ont fait le travail, ils ont fait le travail contraire. Donc c'est ça qui m'a chatouillé mes petits neurones quand j'ai vu l'histoire du colonel Légrier, c'est que, ou bien lui-même n'a pas compris la perversité de la coalition, ou bien il n'a pas osé la dénoncer. Et voilà ce que moi je veux dénoncer. Une dernière question. Oui, alors est-ce que vous avez des nouvelles au sujet des menaces que vous avez adressées, vous savez, la LDJ? Non, je n'ai pas de menaces. J'ai revu dernièrement d'ailleurs tout au moins la première menace. La deuxième menace, je n'arrive pas à la retrouver, c'est curieux. En tapant LDJ, je retrouve la première, je ne retrouve pas le deuxième. Pourtant, la deuxième était alors
d'un ordurier, mais absolument incroyable. Alors, la première, je voudrais tout de même la citer, peut-être que j'en souviens à peu près. Il y a plusieurs choses qui m'ont surpris. Premièrement, il me reprochait d'avoir donné, lors d'une de mes conférences, je ne sais plus laquelle, un certain... vous l'avez ? Oui. Enfin, je vous ai sûr. Bon, vous me corrigerez si je dis des bêtises. Et donc, il me reprochait d'avoir donné des citations du Talmud, des citations blasphématoires contre le Christ, la religion catholique, etc. Me disant, mais ce monsieur, je ne pense pas qu'il disait ça comme ça, raconte n'importe quoi, ça n'existe pas, de toute façon, à l'époque, le Christ n'était pas venu encore, etc. Alors là, j'avoue que ça m'a interpellé, parce que moi, je parlais du Talmud. Et eux semblent ne pas faire la différence entre la Torah et le Talmud. Il y a un petit problème tout de même de connaissance de leur propre religion, là. Un truc bizarre. Bon. Il y avait ça, et il y avait, si vous avez le texte, rappelez-moi ce qu'il y avait encore. Ils ressassent depuis des lustres les mêmes âneries complotistes et s'imaginent en Xavier Vallat ou en Draquier de Pellepoix, c'est sur ça. Ah non, ça c'est la deuxième, mais c'est là que je n'ai pas. Le camarade Plomplon. Alors attendez, je vais continuer sur la première. Alors dans la première, il y avait une réaction d'un truc qui s'appelle Chrétien Israël ou un truc comme ça. Oui, mais c'est une personne qui a commenté ça. Oui, qui a commenté ça. Alors là, c'était... Ah, bon, c'est lui qui prétendait savoir où on faisait nos réunions, pourquoi pas, rue de Sèvres, il le disait, et où j'avais mon domicile à la Garde. Bon. Admettons. Mais alors là, la suite était assez cruciale, disant que en fait, mon public était un public de musulmans, islamiques, et que la plupart de mes livres étaient achetés en pays d'islam. Ah bon ? Vous faisiez les plus grosses ventes, vous les faisiez en fait Je n'ai, je crois de mémoire, aucune vente dans ces pays. Il y a des musulmans qui viennent à mes conférences et qui en achètent ici. Oui. Ils sont une toute petite partie. Oui. Ouais. Donc il y a un aspect chez eux de méconnaissance de la réalité, d'invention dans leur soi-disant renseignement absolument incroyable. Alors, je vous laisse la parole sur la deuxième citation et je vous demanderai de me l'envoyer parce que je voudrais la garder. Ce sinistre personnage tente très souvent de draguer les muses pour les convertir à de l'antisémitisme idéologique des années 30. Il est aussi très proche des Gudas, du FN et de la Soralie. Pas très bien renseigné, encore une fois. Alors, moins proche du FN et de Soral. Ah bon, d'accord. Et de quoi ? Le GUD. Oui, le GUD. Non, mais c'est de l'amalgame, c'est du n'importe quoi. Bon, vous êtes sûr que vous voulez... Et alors quoi, Draquier de Pellepoix aussi, il parlait, non ? Oui, Pellepoix, alors attendez. Plomplon, le gros con, est un sinistre comique, fini à la piste comme ses ancêtres maurassiens et vichistes, collabo de première. Il ressasse depuis des lustres les mêmes âneries complotistes et s'imagine en Xavier Vallat ou en Draquier de Pellepoix. Deux héroïnes de sanguinolentes flanquées en permanence au cul de ce putain de Pétain. Le camarade de Plomplon a juste besoin de se faire démonter sa sale gueule de raie une bonne fois pour toutes. On sait où il habite, il faut le faire taire à coups de batte de baseball et tirer la chasse, parce qu'il schlingue sévère le déchet. Je suis vraiment navrée de dire ça. Non mais c'est oui, il faut le... Je me rends compte que vous n'êtes pas très à l'aise de et malheureusement nos auditeurs vont pas très bien comprendre ce que vous avez dit. Vos entretiens, Non mais c'est incroyable, ils ne savent pas et c'est toujours la même chose avec ceux que je dérange, ils insultent, ils sont incapables de me répondre argument contre argument. Mais c'est très intéressant. C'est très intéressant. J'ai fait une capture également, alors sur leur page Facebook, ils font des menaces de mort. Mais je sais. Avec des photos. Et en fait, ils prennent des photos avec des balles à côté de l'autocollant. Mais en ce qui me concerne, ou en général? Ils s'adressent en fait à tous les antisémites de France. Et en leur disant, ne soyez pas dans les rues de Paris. Mais c'est curieux, la police de M. Macron ne se penche pas sur ce groupuscule
qui, il faut tout de même le rappeler, est interdit aux États-Unis et même en Israël. Et par contre, ils veulent fermer le bastion social qui est c'est pas très. C'est plutôt penché sur l'aide sociale, sur des maraudes. Non, mais c'est ça la Macronie. Bravo à ceux qui, en ne votant pas Fillon, ont fait passer Macron. Si encore c'était uniquement eux qui payaient leurs bêtises, pour pas dire un gros mot, je dirais, bon, c'est bien, le problème c'est que c'est nous tous qui payons leurs bêtises. François Fillon n'était certainement pas quelqu'un de chez nous, mais il y avait tout de même moyen de ne pas avoir cette pourriture que nous avons aujourd'hui. Bien, vous avez terminé ? Écoutez, merci de ces questions, et là je crois qu'on n'aura pas fait plaisir à tout le monde aujourd'hui, une fois de plus. On parle de la... Ah oui. Ouais. Alors, mauvaise nouvelle. La dictature de l'insupportable police juive de la pensée, disait Annie Krigel, juive elle-même et communiste. On a réussi à nous supprimer 90% des réactions sur les vidéos depuis plus de 10 mois, pratiquement un an. C'est-à-dire que toutes les vidéos ont été séchées. En fait, c'est flagrant, on arrive sur une vidéo, par exemple, dans les dernières, il y a 35 000 vues, et vous avez 40 pouces bleus et 10 pouces rouges. On nous a enlevé tout simplement 90% des réactions. Alors, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est interne à YouTube ? Et YouTube, infiltré de l'intérieur, je ne sais pas comment ça se passe, ou des sites. Peut-être par le site, par l'organisation qui est chargée de filtrer tous les trucs. Non, ça c'était Facebook, mais bon, YouTube, il doit y avoir la même chose probablement. Il y a certainement la même chose. Alors, toujours est-il que ça va désindexer vos vidéos, elles seront certainement moins consultées. C'est certain. Et la solution, on va la trouver peut-être dans la suppression tout simplement de réactions. C'est-à-dire qu'en fait, au moment de poster nos vidéos, on demandera à YouTube que cette fonction ne soit pas activée. Donc les gens ne pourront pas dire j'aime ou j'aime pas. Et alors il y a aussi, je pense, moyen de contourner la chose, c'est de mettre les conférences sur VK aussi. Alors, et puis que les gens prennent l'habitude d'aller sur notre site Nationalisme français. On n'a pas encore véritablement trouvé de solution pour stocker de la vidéo sur le site, pas encore. Mais en fait, on l'a fait on a essayé différentes sources, vous saviez, YouTube, etc., dont VK. Alors le problème des vidéos sur VK, c'est que pour voir une vidéo sur notre site, on peut très bien mettre une vidéo VK sur le site, seulement le problème, c'est que les utilisateurs devront être connectés à VK pour voir la vidéo. C'est-à-dire que pour vous visionner la vidéo... De toute façon, il y a toujours des solutions, elles peuvent être imparfaites, mais c'est pas comme ça qu'ils vont nous empêcher de continuer le travail, ça c'est certain. C'est plutôt le contraire. Voilà. Merci M. Conga. Eh bien, merci à vous deux de ces très bonnes questions.